pas été absent très longtemps, je reviens au micro afin d'ouvrir véritablement les débats et les manifestations et les interventions d'aujourd'hui. Nous avons souhaité débuter cette manifestation par une présentation suffisamment générale afin de permettre à chacun d'avoir les bases et bien maîtriser et connaître le contexte général du système juridique, tantôt russe pour ce qui concerne le droit administratif, bien sûr, tantôt français, afin ensuite que chacun puisse apprécier et comprendre les différentes interventions beaucoup plus spécifiques et thématiques qui interviendront par la suite. Et je souhaite remercier à nouveau le professeur Pontier et le professeur Starilov d'avoir bien voulu réaliser ce propos introductif qui, je pense, est loin d'être un exercice aisé. Et je leur passe immédiatement la parole. Nous allons commencer par une présentation d'ordre général sur le droit administratif français, à la suite de quoi le professeur Starilov nous parlera du droit administratif russe. Je voudrais dire tout d'abord tout le plaisir que j'ai à me trouver parmi vous aujourd'hui. Et bien entendu, je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque et tout particulièrement, je voudrais remercier le professeur Charles Dubreuil qui m'a convié à y participer. Je trouve que c'est une excellente idée. Cela témoigne du dynamisme de cette université de Clermont-Ferrand et de sa faculté de droit. Et je souhaite évidemment que ces échanges qui sont faits entre cette université et les universités russes se poursuivent dans l'avenir. Je vais donc vous parler du droit administratif français, ce qui est une gageure de s'interroger sur le droit administratif français ou de le présenter en quelques minutes. Donc je vais vous donner quelques idées. Il pourrait y avoir d'autres visions que celles que je vous présenterai. Et en tout état de cause, le texte écrit que vous aurez lorsqu'il y aura une publication sur un texte évidemment beaucoup plus complet que ce que je vais vous dire ici à l'oral. Alors en introduction, juste quelques caractéristiques qu'il me semble devoir être présentées de ce droit administratif français, qui se distingue des autres. Et je voudrais dans cet exposé dire précisément comment ce droit administratif français se caractérise et se distingue des autres. D'abord, une première caractéristique à signaler, c'est le fait que c'est un droit ancien. On a eu trop tendance dans le passé à présenter le droit administratif français comme étant un droit, au fond, issu de la Révolution et qui se serait développé ensuite sous le Premier Empire et au cours du XIXe siècle. Alors certes, il y a eu ces développements, mais en réalité, ce droit administratif plonge ses racines dans un passé beaucoup plus lointain, le passé de l'Ancien Régime. L'Ancien Régime, donc avant la Révolution, et en gros, en simplifiant, à partir du XIIe siècle, nous avons un certain nombre de règles de police qui sont développées, ces différentes polices qui seront plus tard utilisées par le juge administratif, qui seront rendues homogènes, mais il y a bien des sources très lointaines. Par exemple, l'expropriation que l'on croit récente, eh bien, il y a un droit seigneurial de l'expropriation qui date du XIIe, XIIIe siècle. Deuxième caractéristique que l'on a tendance aussi peut-être un peu à oublier dans l'histoire du droit administratif, c'est que ce droit est dépendant d'un autre droit que nous connaissons mal en général, qui est le droit canonique. Le droit canonique, c'est-à-dire le droit de l'Église catholique. Et un certain nombre de règles de notre droit administratif, de procédures de notre droit administratif sont directement issues de ce droit canonique
et notamment le recours le plus célèbre en droit administratif, le recours pour excès de pouvoir, provient directement du droit canonique. Troisième caractéristique que l'on présente évidemment à tous les étudiants lorsque l'on fait un cours de droit administratif, on dit que le droit administratif est un droit prétorien, c'est-à-dire un droit énoncé, fabriqué, même si le juge n'aime pas beaucoup ce mot-là, fabriqué par le juge en son prétoire. Et ce trait est tout à fait remarquable parce qu'il différencie, tout au moins historiquement, il différencie le droit administratif du droit privé. Et précisément, il y a eu une conjonction de facteurs historiques qui ont joué en faveur de ce droit administratif. On cite toujours une loi qui est effectivement importante, une loi de 1790, et plus spécialement dans cette loi, un article, le fameux article 13, qui, en simplifiant, a été interprété, parce que la loi ne disait pas tout à fait cela, mais a été interprété comme interdisant aux juges judiciaires de s'occuper de toutes les affaires de l'administration. Et cela a conduit, évidemment, à la naissance du droit administratif et du juge administratif. Et ce juge administratif, qui a été ainsi institué sous le Consulat et l'Empire, ce juge administratif a eu conscience que les règles de droit privé n'étaient pas adaptées à l'administration et que pour satisfaire l'intérêt général, qui est la clé de tout le droit administratif, l'intérêt général, la préservation de l'intérêt général, donc ce juge a eu l'intuition qu'il fallait développer, inventer des règles qui soient adaptées. C'est au fond le sens de la décision Blanco qui récapitule elle-même toute une série d'autres arrêts qui étaient intervenus auparavant. Et si nous regardons le droit administratif, disons, de la moitié du XXe siècle, nous constatons que, au fond, ce droit administratif a présenté une assez grande cohérence. Les règles qui ont été développées au fur et à mesure par le juge administratif ont présenté une cohérence certaine jusqu'à notre époque. Mais c'est dire aussi que le droit administratif français, dans son histoire, n'est pas compréhensible sans parler du juge administratif. On peut concevoir un droit administratif sans juge administratif, et c'est le cas dans un certain nombre de pays dans le monde. Mais en France, le droit administratif est étroitement lié au juge administratif. Il est le produit de ce juge administratif. Cela est moins vrai aujourd'hui, et le droit administratif est confronté à notre époque à un certain nombre de défis. Il est en train de se transformer sous nos yeux. Mais ce que je voudrais dire ici, ce sont deux caractéristiques qui me semblent intéressantes à développer à propos de ce droit administratif, deux idées que je vais vous présenter brièvement. Une première idée pour dire que le droit administratif et son développement sont liés étroitement aux transformations de l'action publique. Et une seconde idée que je voudrais développer, c'est que plus récemment, dans son histoire, le droit administratif est devenu, ce qui n'était pas au départ, un droit de protection des citoyens. Donc tout d'abord, droit lié aux transformations de l'action publique. On observe sur l'histoire du droit administratif, autrement dit, en gros, sur un siècle et demi à peu près, on observe que ce droit administratif a connu une extension, une expansion, et que cette expansion est représentée par le rôle croissant que la puissance publique a occupé dans notre pays. Nous ne pouvons pas comprendre, sans doute,
l'histoire du droit administratif, mais plus généralement l'histoire de notre pays, si nous ne prenons pas en compte le fait que dans notre pays, la puissance publique, c'est-à-dire d'abord l'État, a joué un rôle absolument essentiel tout au long de cette histoire. Et cela explique que le droit administratif soit d'abord un droit lié aux fonctions de l'État et aux fonctions régaliennes, comme l'on dit, même si on peut s'interroger sur cette notion de fonction régalienne. Autrement dit, le point de départ et un des aspects importants du droit administratif, c'est ce que l'on appelle la police, au sens juridique du terme, la police qui est à la fois un domaine d'intervention et un procédé d'intervention. Mais ce qui est caractéristique, c'est que, à partir de la police, le champ du droit administratif s'est considérablement étendu parce que la police a été entendue elle-même dans un sens de plus en plus large. Et si au départ la police c'était seulement l'ordre public, aujourd'hui, ou plutôt hier, il y a quelques années, la police s'est étendue à des champs nouveaux et notamment au champ économique. Police de l'économie qui s'est développée dans la seconde moitié du XXe siècle. Un autre aspect de ce développement du droit administratif, c'est le fait que c'est un droit qui s'est différencié en se spécialisant au fur et à mesure. Il y a un droit administratif que nous appelons droit administratif général, et puis il y avait les branches traditionnelles, ce qu'on appelait le droit administratif spécial, avec le domaine public, les travaux publics et la fonction publique. Mais il y a eu également des développements qui sont beaucoup moins classiques. Le droit administratif a gagné d'autres champs. Il y a eu le droit public économique. On en parle moins aujourd'hui parce que peut-être n'a-t-il été qu'une parenthèse avant de donner naissance lui-même à d'autres droits. Mais cela signifie que le droit administratif s'est appliqué à des champs dans lesquels il ne s'appliquait pas précédemment. Et il a ainsi connu des transformations. L'économie est un champ tout à fait intéressant puisqu'il fut un temps qui n'est pas si lointain où l'on avait pu parler de planification à la française, une planification qui a aujourd'hui disparu. Mais il y a aujourd'hui des aspects nouveaux qui tiennent au fait que le droit administratif est devenu, comme d'autres droits, un droit transversal qui concerne de nombreux domaines. Il y a comme domaine, par exemple, le domaine de l'urbanisme, mais qui finalement s'est détaché du droit administratif originel et qui constitue un droit à part. Et l'on peut donc s'interroger sur l'unité du droit administratif. Par exemple, il y a un autre droit qui est le droit des collectivités locales ou collectivités territoriales, un droit qui est un droit transversal, qui comporte du droit administratif, mais qui comporte aussi du droit constitutionnel, du droit financier. Et ainsi, on voit l'unité du droit administratif qui est peut-être remise en cause. Un autre aspect que je voudrais signaler du droit administratif, c'est le déplacement du champ du droit administratif français. Déplacement du champ en ce sens que pendant longtemps, le droit administratif classique a été le droit du service public. L'origine du droit administratif français, c'est le service public. Le droit administratif est devenu le droit du service public, le droit des services publics, avec toujours cette finalité, l'intérêt général, et des modalités qui étaient représentées notamment par présence de l'État et, historiquement parlant, les fameuses prérogatives de puissance publique. Aujourd'hui,
il y a un aspect qui est la disjonction entre la dimension politique du service public et la dimension juridique. Politiquement, au sens large du terme, le service public occupe une grande place. Les citoyens parlent, sans savoir nécessairement de quoi il s'agit, du service public. Les syndicats veulent défendre le service public. Juridiquement, il occupe une place bien moins grande qu'autrefois. Regardez la jurisprudence, il y en a beaucoup moins qu'auparavant sur le service public. Et puis, ce droit administratif est devenu un droit de la contractualisation. Il a toujours été un droit du contrat, il y a toujours eu des contrats administratifs, mais ces contrats administratifs étaient au fond très balisés, étaient représentés traditionnellement par la concession. Or, aujourd'hui, nous avons toute une série de contrats de type nouveau, et l'un des aspects intéressants aussi, et tout à fait nouveau depuis quelques années, c'est le développement des contrats entre personnes publiques. Et nous allons voter, ou plus exactement passer, les pouvoirs publics vont passer en 2014 de nouveaux contrats de plan État-région qui sont redevenus contrats de plan en 2014 et qui illustrent bien justement ce type de relation contractuelle que l'on établit ou que l'on veut établir entre les personnes publiques elles-mêmes. Ça, c'est un premier point. Puis en quelques minutes, simplement, je voudrais dire que le droit administratif français, qui a d'abord été un droit de protection de l'administration, un droit de l'action de l'administration, ce droit administratif est devenu un droit de protection des citoyens. Droit de protection des citoyens à travers deux aspects. D'abord, à travers les dispositions de fond applicables. Ces dispositions de fond sont d'abord des normes d'origine jurisprudentielle, c'est-à-dire tout ce que le juge a inventé au fur et à mesure. On peut citer les principes généraux du droit, bien entendu, qui sont une manière de contrôler l'administration, le recours pour excès de pouvoir, qui est une invention absolument remarquable, qui est l'un des recours les plus remarquables que l'on ait pu inventer. Et puis il y a aussi toute cette mise en jeu de la responsabilité, le passage d'une responsabilité pour faute à une responsabilité sans faute, le développement de cette responsabilité sans faute qui est quelque chose d'absolument remarquable. Il suffit de citer, moi j'ai en tête notamment ce qui me paraît l'une des extensions les plus remarquables de cette responsabilité sans faute approuvée, c'est la responsabilité du fait des dommages subis par les collaborateurs occasionnels et bénévoles du service public. À côté de ces normes jurisprudentielles, c'est une nouveauté. Notre droit administratif devient de plus en plus un droit réglé, un droit légiféré, avec l'intervention du législateur. Le législateur qui, pendant longtemps, a laissé le juge administratif régler les problèmes de relations avec l'administration et qui, de plus en plus, pour des raisons diverses, intervient. Il suffit de penser, par exemple, à la loi sur la motivation des actes administratifs. Il faut aussi penser à la création de toutes les autorités administratives indépendantes qui font naître un droit administratif nouveau. Et il faut aussi citer les règles sur la simplification des relations entre l'administration et ce que l'on appelle maintenant le public, avec un code qui doit voir le jour, code des relations entre l'administration et le public. La dernière expression en date de cette volonté de simplification étant la loi du 12 novembre 2013, avec, soi-disant, l'inversion d'un principe traditionnel selon lequel, désormais, le silence gardé par l'administration va valoir acceptation et non plus rejet de la demande. Ça, c'était sur le fond, mais il y a aussi toutes les procédures qui ont été inventées, développées par le législateur, et notamment les procédures en ce qui concerne l'exécution des décisions de justice. Car il ne suffit pas qu'une décision soit rendue par un juge, encore faut-il qu'elle soit exécutée. Les citoyens, pendant longtemps, se sont peut-être satisfaits du fait qu'ils avaient une satisfaction de principe par la décision qui était rendue. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils veulent que la décision de justice soit effectivement appliquée. D'où ces lois qui ont prévu à la fois
la possibilité d'injonction que le juge ne s'était jamais reconnu lui-même, d'où également l'astreinte à laquelle le juge peut condamner l'administration et ses différentes modalités. Alors en conclusion, je dirais que le droit administratif français d'aujourd'hui est en profonde transformation sous l'effet de facteurs très divers dont les plus importants, me semble-t-il, viennent désormais du droit d'origine communautaire, du droit d'origine européenne. Je ne crois pas que nous irons vers un droit administratif mondial auquel certains auteurs ont pensé, notamment en Italie, le développement de ce droit administratif mondial, car nos droits administratifs dans le monde sont trop différents. Mais pour le droit administratif français, il y a cette question, cette interrogation sur la conciliation entre les particularités dont ce droit administratif a hérité et la nécessité de s'adapter à des exigences qui sont aujourd'hui extérieures aux juges et extérieures même à notre pays. Je vous remercie.